Feinte contre Ward. Diffus qui s'amène. Diffus. Feinte tir. Élevé! Pour Kevin Veilleux. Veilleux. Belle montée. Coupe à la plaisir. Veilleux! Hutchison, encore une fois. Il va de la même feinte et cette fois-ci réussit à marquer. Olivier! C'est tiré! Maxime Saint-Cyr! Échappé! Dans le gardien. Élevé! Tire! Quel arrêt! d'Étienne Marcoux! Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à la Source LNH, le balado officiel de la Ligue nord-américaine de hockey. Aujourd'hui, à l'émission, on reçoit Dylan Labbé du Cool FM de Saint-Georges. Dave, comment ça va? Ça va bien, toi? Yes, ça va bien. Moi, j'ai hâte à ce podcast-ci. J'en ai parlé un petit peu en début de show avec notre invité, là, mais dans les commentaires, dans l'annonce, on a vu quelqu'un qui nous a dit qu'on en aurait des salés ce soir. Donc, je pense que ça va être une émission qui promet. Là. Ouais, faut pas trop mettre notre invité sur le spot non plus. C'est ça. Oui, effectivement. Donc, on pourrait peut-être commencer avec quelques salutations. Il y a déjà quelques personnes qui sont arrivées. Yann Gaudreau qui dit bonsoir, messieurs, et bon show. Stéphane Bellé qui dit salut, messieurs. Jean-Paul Veilleux, bonsoir les boys et bonne soirée. Merci pour cette soirée avec vous. Danny Charette, Aouza qui dit également salut les boys. Dave, on va-tu peut-être tout de suite au segment des nouvelles? Qu'est-ce que tu as dit? Ben ouais, commencer ça tout de suite, en force. Yes, donc les nouvelles là, dans... Nouveau design. Les nouvelles là, dans la dernière semaine, qu'est-ce que tu as pour nous? Yes, disons, pour commencer, on a vu là, cette semaine, en fin de semaine qu'il y a quelques joueurs qui ont atteint là, des plateaux intéressants, plateaux importants, notamment Maxime Saint-Cyr là, avec les Trois, qui a connu une fin de semaine quand même assez... toute une fin de semaine, là, un taux de chapeau vendredi, un autre 3 points samedi. Donc, vraiment, là, qui en tout cas, reprend là où il l'avait laissé. Quand même, a atteint son plateau des 100 points en 57 matchs dans la Ligue nord-américaine, ce qui est quand même assez impressionnant. Là. C'est pratiquement 2 points par match là, depuis. Puis, tu sais, c'est pas juste une saison. Là, ça fait 2 ans plus un début de 3e saison. Donc, toujours en train de garder son rythme. 8 points en 4 matchs depuis le début de la saison également. Les étoiles de la semaine ne sont pas encore sorties, mais je mettrai un petit 2 sur Maxime Saint-Cyr. Je reste Simon-Claude Blackburn aussi, mais on pourra en parler quand on parle des matchs. Là. Sinon, Philippe Cadorette, qui, c'est drôle, atteint le plateau des 50 victoires en carrière avec les Marquis de Jonquière à sa première victoire qu'il a avec eux. Donc, en aura eu 49 avec l'Assurancia avant de remporter sa première à Jonquière. Et puis, Derek Parker qui a joué son 200e match. Quand même un beau plateau pour... un vétéran comme lui qui, on le sait, fait pas une job facile, mais qui va quand même soir après soir, puis dans le fond, qui est vraiment reconnaissant là, envers Laval puis les fans à Laval. Donc, c'était beau aussi, dans le fond, de le voir partager ça sur ses réseaux à lui. Là, dans le fond, ça l'a touché. Puis Laval qui vont le souligner aussi vendredi. Lors du match à Laval, il va y avoir un petit hommage à Derek Parker pour ses 200 matchs. Quand même un joueur qui est rentré dans la Ligue, je pense, en 2005, si je ne me trompe pas, avec Saint-Hyacinthe à l'époque. Exact, avec le Cristal de Saint-Hyacinthe à l'époque. Puis, dans le fond, qui a roulé sa bosse. Il y a eu des petites pauses parsemées de quelques pauses là, dans sa carrière, mais joué à Saint-Hyacinthe, à Thetford Mines, à Trois-Rivières, à Sorel-Tracy, à Jonquière, Saint-Jérôme, avant de jouer officiellement pour Laval. Donc, un joueur qui a donné beaucoup à la Ligue. Yes. Je vois un message comique de Marjorie Turmel qui dit « Bonne soirée, les gars. Je viens de perdre mon chum avec votre retour. » Donc, ouais. Mon chum qui est Danny Charette. Désolé, Marjorie. Je dirais même à cause du hockey de la LNH. Je pense pas. Nous, c'est juste les mardis soirs. Donc, ouais. mardi soir est réservé.
Donc, voilà pour ça. Il y a eu des petites nouvelles, niveau suspension, il y a eu des petites nouvelles à ce niveau-là. Dave Hamel qui a purgé un match, dans le fond, a obtenu un match vendredi pour, je pense que c'était obstruction du banc. Donc, a déjà servi son match et il y a eu une petite altercation à Laval en fin de match avec les 3L. Donc, Sébastien Laferrière qui avait écopé de 4 matchs. Donc, on a déjà purgé un lui aussi. Il y a les 3L qui avaient fait une petite mise au point également là, face à certains joueurs, notamment Nathan Ouellette, Louis-Philippe Côté, puis Sean O'Neill. C'est un peu le même thème, les trois, dans le sens que leur emploi présentement leur empêchait là, de pouvoir s'investir au complet avec les 3L. Dans le cas de Nathan Ouellette, on parlait peut-être que ça ne serait pas avant l'année prochaine qu'il pourra rejoindre l'équipe. Dans le cas de Louis-Philippe Côté puis de Sean O'Neill, on disait que, dans le fond, ils aimeraient pouvoir jouer à un point là, cette saison. Donc, quand même, c'est toujours bien parce que souvent, l'été, il y a souvent beaucoup de signatures qui vont être annoncées. Puis il y a souvent des gars qui, finalement, ne jouent pas trop, on ne sait pas trop ce qui se passe. Donc, c'est bien des 3L d'avoir mis les cartes sur table puis dire vraiment ce qui se passe. Puis sinon, un autre point. Ouais, vas-y. Ouais, ben justement, avec les absences là, des joueurs ces 3 joueurs-là qu'on ne peut pas voir, on a annoncé qu'on rajoutait sur la liste Olivier Daunet. Ah, oui, c'est vrai. Ouais, un vétéran. Il avait joué quelques matchs à Sorel l'année passée, justement, pour remplacer Olivier Daunet, qui joue à Terrebonne dans le Senior 3. Puis, un autre point aussi que je voulais parler, on en avait parlé la semaine dernière, les belles foules qu'il y avait en début de saison dans la Ligue nord-américaine. Je pense que Jonquière ont entendu le message. Donc, une salle comble à 2803 spectateurs pour être exact. Donc, c'était vraiment électrique. Puis, quel match ils ont eu? Un match qui se finit 7-6 en prolongation. Donc, un match de fou là-bas à Jonquière. Jonquière également qui avait des nouveaux chandails blancs. Donc, vraiment un scénario. Puis même les autres places... Thetford Mines, c'était une belle foule, près de 1200 à Rivière-du-Loup, 1400 encore à Saint-Georges. Laval qui a annoncé un peu moins aux alentours de 900, mais quand je regarde les séquences sur LNH, on dirait qu'il y avait plus que ça. Donc, on va espérer que c'était peut-être une petite erreur, mais sinon, en espérant que les foules soient belles encore à Laval, parce que c'est toujours le fun quand il y a de l'ambiance au Colisée, mais il y avait quand même... En tout cas, ça paraissait pas sur le feed de TVLNH s'il n'y avait pas beaucoup de monde, il n'y avait pas d'ambiance, parce que ça donnait l'impression qu'il y avait plus que ça. Mais je trouve que c'est le fun, que ça continue de bien aller au niveau des foules dans la ligue. Yes. J'ai reçu un petit texte, là, par exemple, de ma blonde là, qui regarde l'émission. Elle me disait qu'on voit qu'est-ce qu'il y a dans ton garde-robe à gauche. Là, ouais. Tu dois te fermer ta porte. Ouais, mais c'est de le montrer son J'essaie de faire de quoi de pas pire parce que c'est mes chandails de hockey que là, mais ça paraît pas tant que ça. On dirait plus que c'est juste du linge normal. Fait que c'était voulu, c'était pour faire un background hockey. Ouais, mais mettons que c'était c'était pas le plus d'effort que j'ai déjà mis dans quelque chose pour faire un background. Il y a eu aussi vendredi là, quelques nouveaux joueurs dans la Ligue là, qui ont eu leur premier but. Donc, Alexandre Carrier à Laval, un revers en échappé. Jérôme Gravel des Marquis, qui est un joueur local de Chambord, a marqué son premier but. Dans le match Assurantia et Épervier, il y a Émile Villiaz, Épervier, Yannick Riendeau qui ont marqué leur premier but également. Et notre invité, Dylan Labbé, peut-être pas son premier but en carrière dans la LNH, mais le premier but en carrière dans l'uniforme du Cool FM, par contre. Oui, donc exact. Puis oui, Samuot, effectivement, en arrière, il y a un chandail McDonald's de warm-up de Sorel, bien vu. Ça ennuie du corps. Il existe encore, c'est juste que là, je suis plus tout seul chez nous, fait que je suis avec mon propre bureau. Mais ouais. Donc, est-ce que c'était tout pour les nouvelles? Oui, je pense que ça faisait le tour de ce qu'on avait noté. Parfait. Moi, j'avais fait la petite liaison justement à la fin avec Dylan Labbé. On est prêt à aller avec notre invité qui nous attend dans la salle d'attente.
Salut Dylan, ton micro est plein, je pense. Ça, c'est fait. Bonsoir. Dylan, nouveau Salut les boys. défenseur du Cool FM, Dylan Labbé. Ça va bien? Ça va bien, vous? Oui. Yes, yes. Là, on a eu un autre message là, dans le chat. Quelqu'un qui nous a demandé si on était commandité par la Sleeman ce soir. Là. Je sais pas, moi, personne n'a cogné à ma porte. Je n'ai pas reçu de caisse de bière. Et, ça va un petit peu d'avance. On aurait pu s'arranger de quoi? Ouais, ça, avoir su. Yes. Donc, nouveau joueur du Cool FM, Dave l'a dit. Jouer les premiers matchs, la saison a commencé. Pour un joueur qui est originaire de Saint-Georges, jouer pour le Cool FM en plus, comment tu trouves ça? Honnêtement, je trouve ça vraiment nice. Avoir l'occasion de pouvoir jouer devant mes amis tous les soirs, ma famille, mes enfants. Je peux pas demander bien mieux. C'est sûr que c'est un peu plus stressant de jouer devant ton monde le vendredi soir à Saint-Georges, mais à part ça, non, je suis vraiment content de faire partie du Cool FM. Là. C'était-tu dans le fond? C'est moins carré aussi le monde de Saint-Georges. Exactement. Là. À toutes les fois que je sors ici, je m'en fais parler, que je suis pas dans les bonnes couleurs. Fait que c'est fini ce temps-là. Fait que très content. Puis, c'était-tu quand tu étais jeune, t'avais-tu déjà, disons, t'allais-tu à des matchs CRS Express, Garaga, même Cool FM? C'était-tu déjà une équipe que t'affectionnais quand tu étais jeune? Oui, quand j'étais plus petit, je me souviens. Mon père m'a déjà emmené voir le Garaga. Ça, c'est des beaux petits souvenirs que je me souviens. Mais c'est sûr qu'après ça, j'ai parti au hockey. Fait que j'ai pas pu voir les saisons par ici là, quand j'étais dans le junior puis après ça professionnel. C'était-tu de quoi quand tu voyais le show que c'était dans le temps? C'était-tu de quoi que tu pensais jouer? Une ligue dans laquelle tu pensais jouer dedans un jour? Non, honnêtement, j'étais tellement jeune que je pensais pas jouer à ce niveau-là. Fait que non, mais c'est vrai que dans le temps, ça brassait en tabarouette. Surtout à Saint-Georges, mais oui. Donc, dans le fond, on va faire le tour pas mal là, de ton parcours hockey ce soir pour finir justement avec tes saisons à Thetford Mines puis ton début de saison à Saint-Georges. Donc, Seb, tu voulais-tu partir à Shawinigan ou pourquoi pas commencer vers le commencement à Shawinigan dans le junior? Justement, celui qui nous a dit là, que on aurait des anecdotes salées. Là, tu nous as dit avant le show là, que c'était une place de pension, c'est ça? Oui, exactement. Là, c'est un gars avec qui j'ai habité pendant 2 ans de temps à Shawinigan. Il me connaît bien. Donc, parle-nous un peu là, de ton parcours junior là, avec les Cataractes, quand même assez impressionnant. Dans le fond, ça a commencé, j'étais midget 3 à Lévis pour les commandeurs. Cette année-là, j'avais été call-up dans le junior pour une dizaine de games à peu près. Puis cette année-là, c'était la grosse année à Shawinigan. On recevait la Coupe Memorial. Fait qu'il y avait vraiment une bonne équipe. Là. C'était dur de percer l'alignement. Mais en fin d'année, j'ai été capable de me trouver une place parce que Brendan Gormley s'avait cassé une cheville. Fait que je suis rentré là en fin d'année. Puis on avait pogné Rouyn-Noranda en première ronde. Ensuite, on a pogné Chicoutimi en deuxième ronde. Puis on s'était fait sortir par Chicoutimi. Moi, j'avais seulement joué les 4 games contre Rouyn-Noranda. Après ça, Brendan est revenu pour la deuxième série. Fait que, à partir de là, quand on a été éliminés, nous autres, on savait qu'on avait une porte d'entrée pareille à la coupe parce qu'on la recevait. On était les hosters. Fait que c'est à partir là. Après ça, c'est ça. Durant un mois de temps, là, je te dirais, Éric Veilleux, il nous a bagué sa glace pas mal pour nous mettre en forme, nous mettre prêts pour le tournoi. Ensuite, c'est ça. On a performé. On a eu un super de beau tournoi. On a gagné. L'année d'après, ça a été une année plutôt difficile. Là, je suis tombé à 17 ans. Je suis tombé quasiment le premier défenseur à Shawinigan. Fait que j'avais beaucoup de minutes. Ça m'a aidé dans mon développement pas mal. Ça, c'était mon année de draft cette année-là. On n'a pas fait les séries cette année-là. J'avais été invité au camp des moins de 18 ans en fin de saison. Là. Ce tournoi il était à Sochi cette année-là. Fait que j'avais été au camp, ça avait bien été. J'avais monté à Sochi en Russie avec l'équipe. J'avais joué le match pré-saison là-bas contre les États-Unis. J'avais scoré un but, mais je m'étais blessé en fin de match. Je m'étais déchiré de quoi dans la cheville. Fait que j'ai pas pu jouer le tournoi. Fait que ça m'a nuit un petit peu pour mon classement NHL.
parce que j'étais sur liste NHL pour le draft, puis ça, c'est vraiment une belle visibilité pour te faire drafter. Là. Il y avait qui dans cette équipe-là pour le fun? Devait avoir Il y avait beaucoup de Québécois, pour vrai. Il y avait Pavel Laplante, le Grand Morin à la défense, Desrosiers d'un net. Là, que je me souviens, là, c'est des gars, il y avait des gars NHL qui sont là présentement, Josh Morrissey, Sean Theodore. Il y avait vraiment des gros noms. Là. McDavid était là, justement. Lui, il était plus jeune de 2 ans. C'était le meilleur joueur. Fait que c'est ça. J'ai pas pu jouer ce tournoi-là à cause de ma blessure. Fait que l'année d'après, j'avais été drafté dans l'été par Minnesota. Fait que j'ai été au camp à Minnesota, le camp de développement. Après ça, on retourne dans l'année junior à 18 ans. Tu dis une année difficile, par exemple, je veux dire, première année complète, puis tu te fais quand même drafter à ta première année complète, c'est quand même... Quand je dis une année difficile, personnellement, ça avait quand même bien été parce que j'avais beaucoup de minutes, j'étais tout le temps sur la glace. Là, plus au niveau de l'équipe là, qui était tombée en reconstruction. Puis, exactement, après la Coupe Memorial, c'est normal aussi, là, on passe tout par là. Mais cette année-là, je pense que j'ai été drafté NHL, puis je pense que j'étais moins 40, de quoi de même. Mais, le monde comprenait qu'on n'avait pas une si bonne équipe. J'ai joué contre des gars comme McKinnon, des Drouin. À tous les soirs, je pognais les meilleures lignes. Fait que c'est sûr, c'était bon mon développement, mais en même temps, c'était tough. Là. Quand est-ce que, mettons, une saison comme ça, ou tu es dans un parcours junior, quand est-ce que tu commences à savoir, comprendre que, hey, Colin, je vais peut-être me faire drafter ou comme que, comment ça se fait comme le cheminement dans ta tête que tu te dis, Colin, je vais peut-être me rendre là? Honnêtement, ça s'est fait en l'année 17 ans, quand les premières listes NHL ont sorti. Pas avant ça, pour vrai, je pensais pas au-delà de ça. Là, mais quand les premières listes sont sorties, j'étais quand même bien classé. Ma saison allait bien. Il y avait des équipes qui commençaient à appeler pour moi. Les coachs m'en parlaient. C'est plus là que j'ai fait le déclic que je pouvais avoir une chance d'être drafté. Je te dirais, au milieu de l'année, j'ai commencé à comprendre que j'avais des bonnes chances. Fait que ça a parti de là. Ton repêchage, parle-nous un peu, c'était où, comment ça s'est passé? Ouais, le draft NHL était au New Jersey cette année-là. Moi, j'ai été sélectionné en 4e ronde par le Wild. Je ne me souviens pas le numéro exact. Fait que j'étais là avec toute ma famille, ma blonde. J'avais beaucoup d'amis et tout de l'agence qui étaient là. On avait une belle agence. Là. Des gars comme Jonathan Diaby, Émile Poirier qui a signé dernièrement à Laval. Fait qu'on était monté là toute la gang avec mon agent. Fait que c'était une belle semaine de party, m'a dit. Fait que c'est que des beaux souvenirs. Ouais, c'était pas mal. C'était collé sur New York, j'imagine. Ouais. Vous deviez pas faire un party au New Jersey. Non, exact, c'est ça. On était direct dans Times Square. Là. C'était vraiment un beau setup. On avait été gâtés pourris là, cette semaine-là. 107e au total en 4e ronde par le Wild. Tu as fait les camps de développement. As-tu fait des main camps aussi? Oui. À 17 ans, j'ai été capable. 17, mais j'avais 18, mais j'ai été capable de faire le camp 17, 18, 19, 20. J'ai fait le camp 4 fois, le main camp. Il y avait tout le temps le tournoi des recrues qui était à Traverse City. C'était toutes les recrues qui se pognaient dans des scrimmages là-bas avec les scouts, les DG, les estrades et tout ça. Après ça, si tu taillais une place, tu avais une place au camp. Puis là, tu tombais avec les gros joueurs. J'ai pas réussi à jouer une game pré-saison. J'ai juste fait un warm-up à Winnipeg. C'est sûr que j'aurais aimé ça, faire le saut, puis juste jouer une pré-saison. C'est sûr que c'est quand même impressionnant. Là, tu joues avec les gros joueurs. Là, ben souvent, il y avait pas mal leur équipe pour les line-up pour se préparer pour la saison. Fait que c'est sûr que ça a été des belles expériences là-dessus. Puis ça, c'est mon année 17. À 18, à junior, on avait quand même une bonne équipe. On a été capable de se classer pour les séries. On a perdu en 4 contre Bécomo, si je me souviens. Puis après les saisons juniors, étant donné qu'on ne faisait pas long en série, j'étais capable de me faire caller up dans la Ligue américaine. Même si je n'avais pas signé de contrat encore. Il me signait, je pense qu'il appelait ça un PTO. Si je me souviens bien. Fait que je signais ça. Puis ma première année, à 18 ans, j'ai été capable de jouer 11 games. Ma première game, c'était contre les Marlies à Toronto, je m'en souviens encore. T'as stressé pas mal. Là. Tu à 18 ans qui arrive dans la grosse ligue avec des hommes, c'est sûr que c'est intimidant un petit peu. Fait que
Ça a été ça un peu mon parcours cette année-là. Après ça, mon année de 19 ans, on avait quand même une bonne équipe à Shawinigan. On avait des gars comme Samuel Girard à la défense. Un petit gars de 16-17 ans qui était capable de trôner le peeper, des pirouettes à gauche et à droite. Il était l'enfer à voir aller. Tu avais des gars comme Anthony Beauvillier. J'ai joué aussi avec Francis Beauvillier qui joue dans notre ligue. Ça a été ça un peu le parcours. Puis encore là, cette année-là, on avait perdu à 18 ans, c'est ça. On avait perdu contre Bécomo. J'avais joué 11 games. À 19 ans, un peu le même principe. On avait perdu contre Halifax à mon année 19. J'ai été capable de me faire caller up. Mais avant de me faire caller up, c'était mon année, il fallait que je signe mon contrat. Tout était comme bien en place. J'avais eu une bonne saison, j'avais eu des bonnes playoffs. Puis là, pour me caller up dans la Ligue américaine, mon agent, il voulait vraiment qu'il me signe avant de monter. Ça a été là le déclic que j'ai signé avec eux autres un contrat de 3 ans. Un très beau contrat. Je ne pouvais pas demander bien mieux. Là. Là-dessus, j'ai été content. Après ça, j'ai eu le call-up dans la Ligue américaine. Puis les années que j'ai été call-up dans la Ligue américaine, ils appelaient ça les Black Aces. Là. Ils emmenaient quelques gars pour la Ligue nationale, là, étant donné s'il y avait des blessures ou quoi que ce soit. Je me souviens, une année, Minnesota jouait contre les Blues. On avait la chance de pratiquer. On n'était pas avec les équipes, mais on voyait les games, on suivait tout, on pratiquait avec les gars de la Ligue américaine qui étaient là en renfort si jamais il y avait trop de blessures. Ça a été vraiment des belles expériences là-dessus. Là, de voir comment les gars se préparaient avant les games, de voir comment ça se passait. Ça a été toutes des belles expériences. Excusez. Ouais. Qu'est-ce que tu as fait avec ton bonus de signature? Honnêtement, j'en ai mis une bonne partie sur ma maison. J'ai payé mes autos. J'ai pas fait avec ça. J'étais vraiment content. Ça m'a aidé à partir dans la vie, comme on dit. Ouais. Non, là-dessus, j'ai fait attention. Là. Ouais, t'as pas fait le fou? Non. C'est sûr que j'ai fait le parti un peu, mais j'ai été capable d'être raisonnable là-dessus. C'est aujourd'hui que je suis content de l'avoir fait. Là, ça m'a donné vraiment un bon coup de pouce dans la vie. Là. Dans les main camps là, avec le Wild, c'était quand même les années de les Mikko Koivu, Jason Pominville, Zach Parise, Ryan Suter. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose sur eux autres, de les côtoyer? Là, ça devrait être quand même assez spécial. Honnêtement, là, moi, je parlais pas tant anglais. C'était un peu... je les regardais vraiment de haut, les gars. C'est pas vrai que j'allais m'asseoir à côté puis je commençais à jaser. J'étais plus du genre à faire mes affaires, d'étudier un peu puis les checker aller. Mais c'est sûr que c'était impressionnant pareil. Là, quand tu as cet âge-là puis tu rentres dans la grosse ligue puis tu vois tous ces gars-là. Là, c'est tous des pères des familles. Puis toi, t'arrives là puis t'es un petit cul. Là, c'est sûr que c'est impressionnant. Là. Y avait-tu d'autres Québécois dans ce temps-là, dans la filiale du Wild? Oui, j'avais Raphaël Bussière qui a été drafté là aussi. Fait que ça, c'était mon grand chum, on était roommate. Après ça, il y a eu Guillaume Gélina. Guillaume Gélina, il avait signé après sa grosse année dans le junior. Puis un autre Québécois que j'ai eu pendant 2-3 ans, c'est Olivier Chambault, il était là un petit bout aussi. Après, d'autres Québécois, il y a Stéphane Veilleux qui a été le capitaine de l'affiliation du Wild du Minnesota, que j'ai côtoyé pendant un petit bout. Sinon, d'autres Québécois que j'ai oublié, je pense que c'était pas mal ça. Puis, il y a eu Pascal Réaume, le coach qui était dans ce temps-là. Ma première année dans la Ligue américaine, c'est lui qui coachait à l'attaque. Moi, j'étais à la défense, mais c'est sûr que j'aurais aimé ça d'avoir avec moi à la défense. Mais c'est ça, c'est pas mal les Québécois que j'ai côtoyés ces années-là. Ça fait-tu une bonne différence, selon toi? Tu penses d'avoir un coach... Mettons, tu aurais un coach québécois à la défense. Penses-tu que ça t'aurait peut-être aidé plus? Tu aurais peut-être été un petit peu plus des bonnes faveurs? Ouais, je pense que oui, parce que les Québécois, pour vrai, c'est tough. Là. Quand tu es là-bas, puis moi, j'ai trouvé ça tough, pour vrai. Puis je pense... Je ne suis pas pour dire qu'ils donnent plus de chance aux Anglais qu'aux Québécois, là, mais un petit peu. À Shawi, ça se passait ça en anglais ou en français? Ben, tu sais, c'était alentour de l'aréna, c'était tout le temps en anglais. Fait que, mettons, c'est à la glace, c'est tout le temps les mêmes mots qui reviennent. Puis ça, c'est facile à comprendre. Mais quand c'est parler et avoir une vraie discussion, ça, j'avais un petit peu de misère, mais ça a pris peut-être un an avant que je sois vraiment mieux et que ça aille bien. Là, j'étais pas bilingue, mais je me débrouillais.
Tant Dylan, t'aurais pu te morfondre un peu. Jusqu'à temps qu'il te pose une question. Exact. Ouais, la première question, c'est faite. L'accent sort. Tu parlais comme entraîneur, tu as eu Pascal Raymond à l'attaque, mais si on regarde le Wild, ils ont, je pense, les 3 premières années qui étaient là, Mike Yeo. Ouais, la dernière année, Bruce Boudreau. Ouais. C'est ça, j'ai eu la chance de les côtoyer. C'est sûr Bruce, y avait-tu de la moutarde sur sa chemise ou. Non, il n'avait pas mangé sa sandwich avant. Okay. Mais non, c'est ça. Je les ai côtoyés un petit peu. J'ai eu mes exit meetings avec ces gars-là. Puis, c'est des têtes d'hockey, c'est du monde qui sont sérieux. Quand tu arrives là, c'est pas vrai, t'es pas là pour niaiser. Là, les autres, ils veulent aller gagner. Puis, ouais. On se checké dans ton téléphone? Non, de toute façon, ça d'après moi, je l'aurais pas permis, par exemple. Ça n'aurait pas passé. Le Québécois, il aurait dit non. Parle-nous un peu de ta carrière professionnelle. Là, si on regarde un peu, tu as joué quand même des villes qui sont pas reconnues pour le hockey, même Iowa. Oui. Y a-tu toi dans l'Iowa à part du maïs? Ouais, il y a des champs de tour, là, mais il y a une belle petite ville quand même. Là. Je dirais, il y avait une couple de beaux restaurants. La ville. C'est sûr que c'est une place tranquille, là. C'est pas une place de. Des Moines? Oui, à Des Moines. À Des Moines, c'est ça. J'ai joué ma première saison full dans la Ligue américaine cette année-là. J'avais pas joué 20 ans junior, j'avais joué dans la Ligue américaine. Ça a super bien été. J'étais régulier. J'étais à pas me faire un petit nom. Je me pognais un petit peu. J'essayais de montrer ce que j'étais capable. J'avais de la glace, ça allait bien. Mais une semaine avant la fin de la saison, je pense à la 3e game avant que ça finisse, je me suis scrapé un genou, j'ai eu un ACL. Fait que ce qui m'a nuit jusqu'à l'année quasiment, c'est 9 mois ces blessures-là. Fait que j'ai manqué tout mon été puis mon début de saison l'année d'après. Puis cette année-là, on venait juste de changer de coach. Fait que je rentrais dans la Ligue américaine. Tout ce que tu avais fait de la saison d'avant, c'était l'autre coach. L'autre coach ne l'avait pas vu, ça avait rien. Exact, là, fait que il fallait encore que je me batte pour une place, mais encore là, tu rentres, t'es avant Noël, fait que c'est pas vrai que tu rentres direct dans la Ligue américaine. Là, ils t'envoient dans East Coast faire une coupe de game, puis ça allait bien, je me remettais en forme. J'avais une coupe de bonnes games à Quad City, qui était l'affiliation. Ouais. J'avais été capable de me retailler une place en remonter dans la Ligue américaine. Après ça, on faisait pas les séries, fait que j'avais demandé si je pouvais aller jouer les séries en bas, étant donné que j'avais pas joué ben de game, fait que j'étais allé finir ça avec Quad City cette année-là. L'année d'après, c'était ma 3e année de contrat. Fait que c'était ma dernière année. J'ai pas fait l'équipe. J'avais eu un bon camp, j'avais été invité au main camp. Tout. J'avais été coupé, il m'avait envoyé. L'autre, l'affiliation avait changé, c'était rendu à comment ça s'appelait? C'était rendu à Rapid City. L'affiliation. Ouais. J'avais fait mon année là. Encore là, cette année-là, au milieu de l'année, je me suis scrapé un poignet. J'ai reçu un snap sur la boule ici. Fait que ça avait cassé en deux. J'avais manqué 2-3 mois encore d'une saison. Fait que honnêtement, j'ai pas été chanceux ben avec les blessures. Après ça, mon contrat est fini. Puis c'est ça, ils m'ont pas signé. Ils auraient pu me refaire un offre qualificatif, ils appellent. Mais c'est ça. Ça s'est pas passé, étant donné les blessures que j'ai eues. 3 ans de contrat, puis tu joues juste 1 an et demi, c'est sûr, c'est tough de te refaire un contrat. Puis l'année d'après, à ma 4e année pro, j'avais eu un tryout à Bakersfield, Club École d'Edmonton. Okay. J'avais eu un bon camp, mais étant donné les contrats, c'est tout le temps des situations qu'ils ont tant de gars, ces contrats, tout ça, j'avais pas fait l'équipe. Ils m'avaient envoyé à Wichita dans East Coast. Encore là, j'ai eu un bon début de saison. Je pense que j'ai joué 5 ou 6 games. À la 6e game, je me suis brisé un autre genou, un autre ACL. C'est encore un mois, fait que j'avais manqué une autre saison complète. Après ça, là, cet été-là, j'avais dit, je me disais, qu'est-ce que je fais? Je retourne dessus, je me rassais dessus dans East Coast, je vais en Europe, essayer de remonter ma carrière. C'était vraiment tout le temps de repartir de zéro pour me reprouver qu'est-ce que j'étais capable. C'est sûr que c'était dur sur le mental un peu, puis aussi sur le physique. Là, pas des grosses blessures comme j'ai eues. C'est pas tout le monde qui a ça, 2 ACL back-to-back. Moi, j'en connais pas bien. Même que je pense que j'en connais pas du tout. Fait que ça a été ça. C'est le même genou ou des genoux différents? Ou... Différents, oui. Un après l'autre. Ah ouais, Colin. Ouais. Puis là, c'est-tu après cette année-là que tu as décidé, dans le fond, de revenir au Québec? Oui. Ben, tu sais, j'hésitais encore à savoir si je partais ou non. Fait que
On veut savoir le processus un peu, comment que ça s'est fait. Là, 2019-2020, on voit que... Je me souviens pas par cœur. Il me semble que j'appartenais à Tedford dans ce temps-là. Puis Bobby m'avait appelé et il m'avait dit « Viens au camp voir que les gars me voulaient vraiment. » C'est normal. Mais j'étais pas sûr, j'étais encore hésitant si je repartais. Puis je m'étais fait une petite job dans l'été. Je commençais à travailler chez la BAT. Que là, je me disais, je repars-tu dans l'East Coast à 35 000 par année ou bien je continue ma job, que j'ai une bonne petite job stable ici. Puis je commence à jouer dans la Ligue nord-américaine. Fait que j'ai pris la décision de rester par ici. Puis faire les deux, parce que je regrette vraiment pas ma décision. J'adore ce que je fais aujourd'hui. Puis avec les games dans la Ligue nord-américaine, c'est parfait. Ouais. Mais, ça a été ça un peu mon parcours. Puis avec Tedford, après ça, on a eu des super belles années. On avait un super de bon club on a gagné des championnats de la Ligue. Après ça, on a gagné une coupe. On a été arrêté à cause du COVID aussi au travers de ça. Mais on avait une équipe pour gagner cette année-là. Moi, ce que je voudrais savoir un peu, c'est un peu nous rentrer dans de la perspective d'un joueur, là, mais nous rentrer dans le processus de recrutement de la Ligue nord-américaine, parce que quand on regarde, dans le fond, comment tout est arrivé, tu t'es fait drafter par Thetford Mines, tu t'es fait drafter 1 an avant que finalement tu arrives dans la Ligue nord-américaine, mais tu as été drafté dans le fond, 3e au total en première ronde. Fait que, actuellement, les choix de première ronde dans la Ligue nord-américaine, les équipes, ils les gaspillent pas, tu sais. Ouais. Fait que comment, tu sais, as-tu une idée pourquoi peut-être, tu aurais sorti vite? Y avait-tu comme déjà il y a une affaire que je me souviens. Je sais que Bobby m'avait approché, il m'avait appelé, puis j'avais dit non, je n'étais pas prêt à jouer dans cette ligue-là encore, que je voulais me réessayer. Puis ce que j'ai fait, c'est cette année-là que je suis parti pour le try-out, puis après ça, Wichita. Mais non, ça s'est passé un peu comme ça. Là, Après ça, c'est ça. Bobby m'avait demandé si je voulais jouer, puis j'avais négocié un petit contrat avec eux autres. Je trouvais ça pas pire avec l'ouvrage, comme je te disais. Les deux ensemble, fait que j'avais décidé de rester par ici après ça. C'est là que ça a commencé avec Tedford. Là. Avant de te faire drafter par Tedford, y avait-tu d'autres équipes justement qui s'interrogeaient? T'avais-tu reçu des communications de... Non, il n'y avait aucune équipe qui m'avait approché à part vraiment Tedford. Saint-Georges, je savais qu'ils me voulaient. Je venais de la place. Puis avant de partir à mes camps NHL, je venais souvent travailler avec eux autres. Avec Saint-Georges, il y avait leur camp. Fait que j'avais déjà embarqué sur la glace avec eux. Puis il me semble que Mike Vincent, le recruteur de Tedford, m'avait déjà conté une histoire qui était là cette fois-là au camp Saint-Georges. Puis il m'avait vu. C'était un peu pour ça qu'il était venu me chercher après. Mais... Ah ouais, Colin. Ça va loin l'histoire comme ça un peu. Je ne peux pas compter n'importe quoi non plus, mais... Ouais. Il y a tout le temps une rivalité un peu, Tedford-Saint-Georges, fait que de leur voler un joueur local, ça a été ça un peu. Mais c'est de là que ça a starté. Là. Puis honnêtement, j'ai vraiment eu des belles années à Tedford, comme je l'ai dit tantôt. Là, on avait un club pour gagner, fait que j'ai pas cherché à aller ailleurs. Puis encore, cet été, j'ai pas plus cherché à aller ailleurs. Ça s'est fait comme ça. Puis je suis très, très content d'être à la maison. Là. Je vais être bon pour finir ma carrière ici à Saint-Georges. Je l'espère, en tout cas, que tout devrait bien se passer puis que je finisse ma carrière ici. J'ai encore plusieurs belles années devant moi. Fait que j'espère que ça va bien aller. Tu parlais de travail. Tu avais commencé chez Labatt. Maintenant, tu es chez Sleeman. Qu'est-ce que tu fais exactement? Oui, je suis marchandiseur pour Sleeman. Étant donné que nous autres, notre territoire en Beauce, il est tellement grand, je fais de la vente aussi beaucoup. Là. Je fais un peu de représentation puis de marchandiseur. Fait que c'est ça, c'est de la vente de bière, toutes les grandes surfaces, les IGA, les Maxi, toutes les bannières, les dépanneurs. Fait que c'est toutes nous autres qui gèrent ça. Les plaintes, les ci, les ça, les retours. Fait que on a beaucoup d'ouvrages. Là. On est rien que 2 pour un territoire qui a genre 200 clients. Fait que on chôme pas bien, moi te dire. Fait que là, avec le travail, maintenant, tu as eu des enfants entre-temps aussi, la Ligue nord-américaine, jouer au hockey en même temps. Tu es capable de composer ça avec la petite famille? Oui, je te dirais que j'ai ma blonde là, qui me supporte pas mal. C'est sûr que si ça ne serait pas d'elle, je ne pourrais pas tellement partir à tous les vendredis. Puis, elle prend le temps de s'occuper des enfants pendant que moi je travaille. Puis, j'arrive de travailler le vendredi, je repars une game. Des fois, on arrive tard le samedi. Faut que je dorme un peu parce qu'on en rejoue. Après ça, une autre place, il faut partir de bonne heure, on arrive tard encore. Fait que c'est sûr que c'est dur de gérer tout ça, mais au bout de la ligne, ça vaut la peine. Puis, comme je vous dis, c'est sûr qu'avoir une femme qui t'aide de même, c'est sûr que c'est plaisant. Là, ça te donne un break.
parce que là, j'ai 2 enfants. C'est quand même rough quand on arrive à la maison. C'est sûr que des fois, le dimanche, je suis un peu poqué du samedi puis du vendredi puis de ma semaine d'ouvrage. C'est pas facile. Mais ça va bien. Ça va bien. On tient le coup. Donc, il y a eu la COVID, je vois pour l'assurantier, la COVID. Vous en revenez 2021-2022. L'assurantier, vous gagnez un championnat au terme de la saison. Comment que ça s'est passé pour toi? Les célébrations, l'ivresse de la conquête, la victoire avec l'assurantier. Ouais. Mais avant de parler de la conquête et la victoire, je dirais, tu parles des séries quand même. Tu avais quand même connu des très grosses séries. Tu as marqué plusieurs buts. Tu as marqué 2 buts dans le match décisif à Laval aussi que vous avez gagné. Parle-nous un peu de comment ça s'était passé. Tu jouais pas mal ton meilleur hockey, je pense, pendant ces séries-là. Ouais, ça allait bien cette année-là. J'étais arrivé, j'avais aucune blessure, ça allait bien. Comme je te dis, on avait un super de beau club monté. Surtout une belle gang. On s'est tenu toute l'année, puis ça a été que du plaisir. Puis de pouvoir performer puis gagner toute l'année comme on l'a fait, c'est sûr que ça a été super. En série, on a connu des super de bonnes séries. Là. Ça n'a pas été long. Une de 4, une de 5, une de 4. Là, ça n'a pas niaisé. Mais on savait qu'on avait un club pour gagner. C'était qu'une question de temps qu'on tombe en série pour pouvoir le prouver. Là. C'est beau gagner la saison régulière, mais c'est pas ça qui compte. C'est à la fin de l'année qui gagne la coupe qui est important. Fait que cette année-là, on a été capable de faire les deux. Ouais. Puis justement, là, parle-nous donc d'un peu de... On a déjà eu quelques joueurs là, de cette édition-là, justement, de l'Assurantia qui ont gagné en 2022. Mais parle-nous donc un peu là, de c'était comment ça s'est passé après avoir gagné la Coupe, les célébrations et tout. Ouais, la photo que tu viens de montrer, c'est mon partner, Tommy Lafontaine. Tellement un bon coéquipier, pour vrai, un des meilleurs capitaines que j'ai eu dans toute ma carrière. Un bon Jack, c'est terrible. Puis c'est ça, ça a été mon partner de toute l'année, excuse. Puis non, ça a été super plaisant. C'était quoi donc ta question? On peut y revenir, mais je veux savoir, Tommy Lafontaine, tu sais, dans un club comme Thetford, qui avait tellement, disons, de candidats qui auraient pu être capitaine, là, souvent, là, même il passait le C et tout. Je veux savoir, parlant un peu plus de Tommy Lafontaine, qu'est-ce qui faisait, selon toi, que c'était un si bon capitaine à travers un club avec autant de vétérans? Le gars, c'est un des plus petits dans la ligue. Il allait dans tous les coins. Il défendait n'importe qui, n'importe quand. Un vrai leader de qu'est-ce qu'il démontrait sur la glace. C'est pas le gars qui parlait le plus, mais quand il parlait, t'écoutais. Dans la ligue, tu as des gars qui sont plus âgés, là, des gars de 40 ans. Moi, je les écoute. Là, ils ont du vécu avant moi. Puis ça fait longtemps que Tommy était dans la ligue. Fait que ça a été... Tommy m'a pris sur son aile, je vais te dire, dans les dernières années. J'ai vraiment apprécié les moments avec lui. Puis toute l'équipe, on avait vraiment... Comme je te dis, on avait un club qui se tenait vraiment beaucoup. Là. Il y en avait une couple de vétérans aussi. Ouais, des gars comme Tom Bellemare qui ont été là pendant combien de temps dans la ligue. Après ça, des Yann Joseph. Des Poitiers. C'est un club de vétérans qu'on avait. Là. Ça m'amène à une autre question aussi. On reviendra à la célébration après, mais ça m'amène à une autre question aussi parce que souvent, les joueurs, mettons, tu sais, toi, tu arrives dans la ligue, tu étais jeune, tu avais genre 25 ans, 24, 25 ans, tu es encore très jeune. Tu sais, souvent, la ligue dans le camp, c'est sûr que le niveau cardio, le niveau être en shape, tu sais, ça sera pas la même chose que jouer au hockey à temps plein. Mais comment est-ce que tu penses que quand même en arrivant dans la ligue, qu'est-ce que tu penses que la ligue peut apporter à la game des joueurs? Parce que je suis sûr qu'il y a quand même des choses que tu fais où tu sais maintenant que tu dois trouver que ta game est meilleure qu'avant avec l'expérience que tu as eue et avec la chance de côtoyer des joueurs qui ont joué dans des très gros niveaux. Ouais, je te dirais, le gros ajustement qu'il a fallu que je fasse, c'est quand j'étais professionnel, on pratiquait tous les jours. Tu avais une journée off, puis tu avais embarqué, puis tu te sentais drôle sur la glace. Fait que ça a été vraiment de mixer le travail avec hockey, d'essayer de me trouver de la glace la semaine, parce que si tu patines pas de la semaine, tu arrives le vendredi, là, c'est vraiment ton warm-up pour le samedi, parce que c'est dérouillé. Là. Moi, ça a été de l'adaptation, vraiment, à comment que ça fonctionnait. Mais je te dirais que
je me trouvais de la glace 2 fois par semaine. J'essayais de patiner le plus possible. Ce qui est là, pourquoi que là, maintenant que je suis à côté de la maison, c'est super simple. Avant même de partir travailler, je peux embarquer sur la glace 2-3 fois par semaine. Tout est plus simple pour moi ici. Étant donné qu'à Thetford, ça me faisait quand même un petit bout, mais le mardi, j'étais capable de me déplacer plus tôt parce que je travaillais là, parce que ça faisait partie de mon territoire de bière. Ça a été de l'ajustement pour vrai. C'est pas n'importe qui qui arrive du professionnel qu'on pense qu'ils vont avoir des grosses attentes, qui ne pratiquera pas de la semaine, qu'il va performer. C'est pas vrai. Il faut que tu trouves de la glace, il faut que tu continues à t'entraîner parce que le calibre est tellement fort. De plus en plus, je trouve que le calibre est fort dans notre ligue. Tu as des jeunes qui arrivent. Je pense aux défenseurs Larose à Laval. C'est toutes des petites machines de hockey qui rentrent dans la ligue, des gars qui sont encore en forme, qui jouent encore pleinement, que ça paraît. Fait que c'est vraiment de s'ajuster puis c'est de toucher à la glace le plus possible pour pouvoir performer la fin de semaine. On voulait savoir là, les célébrations du championnat. Oui, on va revenir à la Coupe à Thetford, mais parle-nous un peu de cette soirée-là à Laval. Ouais. C'est ça. Game 4, on était à Laval. On pensait pas finir la série, je te dirais, en 4 games, mais ça s'est passé. On a bien performé ce soir-là. C'est sûr qu'on aurait aimé ça gagner la Coupe à Thetford puis pouvoir fêter dans notre chez nous, proche d'un hôtel où qu'on vit, que les gars vivaient, puis dans notre place avec notre monde. C'est sûr, ça aurait été plus plaisant que fêter à Laval. C'est pas vrai que toutes les familles montaient un samedi soir. C'était-tu un samedi soir ou je pense que c'était directement dans la semaine? Hein? Un vendredi, je pense. Un vendredi. C'est sûr que d'avoir gagné à Laval, ça a coupé le party un peu parce qu'il fallait redescendre après. Mais je te dirais que j'ai passé au moins 2-3 jours de bout. Ça a été des grosses fêtes. Ça a été très plaisant. Mais comme tu disais tantôt, en finale, c'est ça, j'ai été capable de faire 2 buts. J'avais eu des bonnes séries. C'était vraiment une belle année pour vrai. De compléter ça avec la Coupe, c'était juste la cerise sur le Sunday, je te dirais. Mais c'est ça, ça a été une grosse soirée de party. On est parti tard de Laval, je te dirais que j'étais arrivé de bonne heure ici. Mais c'est ça a continué pendant 2-3 jours. Là. Tu ne gagnes pas ça souvent, des coupes. Il faut que tu prennes le temps, puis il faut que tu le fasses de célébrer comme il faut, parce que ça n'arrive pas toujours. La fois que ça arrive, tu prends le temps de célébrer. Je ne sais pas si tu avais vu le message là, qui vient de passer. C'était Olivier Dosti qui disait à Lune, c'était samedi. Il y a, on parlait de vétérans tantôt, mais Samuel qui pose la question, c'est quoi la différence entre un vieux et un jeune loup dans la Ligue nord-américaine? Ben, je te dirais que c'est comme l'ajustement que je te parlais. Les vieux, ils trouvent un peu le moyen de se tenir en forme pour pouvoir performer, de toucher de la glace. La grosse différence, je pense que c'est dans l'expérience. C'est où les gars, ils ne courent pas pour rien sur la glace. Tu manages ton énergie comme il faut aussi. Puis c'est de trouver ta game shape puis jouer là-dedans. Là. Et il y a le descripteur là, du Cool FM, Jean-Michel Poulain, qui a une question également. Oui. Sur l'affiché. La saison est très jeune, mais vois-tu certaines ressemblances entre l'édition championne de Thetford et l'équipe du Cool FM cette saison? Honnêtement, oui, je trouve qu'il y a vraiment une belle ressemblance. L'équipe de l'année passée qui ont gagné, c'est pratiquement la même équipe. Tu enlèves Bruno Carl puis tu me rajoutes. Après ça, on a fait une belle ajout avec Danny Potvin. Le noyau, il est resté pareil à Saint-Georges. Les gars, je suis rentré là puis j'ai fait comme wow. C'est un peu comme à Thetford. Les gars se tiennent. Il y a un très beau vestiaire. Les gars, c'est tout des beauty dans cette chambre-là, en tout cas, depuis le début que j'ai vu. Fait que non, je suis très content. Puis je pense qu'on va avoir du succès cette année. Quand tu as une équipe qui se tient, qui veulent performer ensemble, puis que il y a personne qui sort après les games, on prend le temps de prendre une bière après, jaser. C'est ça qui fait la différence, je pense, de performer. Tu as mentionné Danny Potvin, c'est un peu rapport, mais pas tant. Mais je me rappelle, je pense que si je ne me trompe pas, c'était ta première année dans la ligue, mais il y avait un match à Sorel, il y avait un combat contre Danny Potvin. Mais de ce que je me rappelle, moi, j'avais fuck all vu ce qui se passait. Tu te rappelles-tu c'était sorti de où? Parce que il me semble qu'il ne s'était rien passé. Puis c'était pas 2 joueurs vous n'êtes pas 2 gars qui font ça pour le fun. Là. Genre, habituellement, il y a une raison. Ouais, ben tu sais, ça avait comme commencé un peu à croche-checker en arrière du net. Puis en s'en allant dans leur zone, j'avais tapé sa pad, il m'avait regardé, j'ai dit, on y va. Il m'a dit oui.
Fait que quand il m'a dit oui, j'ai dit bon. Là, je l'ai vu enlever son casque. J'ai dit bon, ici, il enlevait le casque. C'est la première fois que j'enlevais le bucket. Dans le professionnel, on n'enlevait pas le casque. Fait que, je trouvais que c'était un gros bonhomme. J'ai dit, Alice, je vais me tenir raide en rentrant là, c'est sûr. Danny, c'est vraiment un gros gars, là, 6 pieds 3, 6 pieds 4, 200 quelques livres. Fait que, ça avait quand même bien été. On m'était fait shaker un peu le pommier, mais j'avais shaké un peu. En sortant de ce combat-là, justement, Lausier, il était venu me voir. Il dit, tu sais qui ce gars-là? Il dit, il se pogne pas mal. Il dit, non, je savais pas trop c'était qui. J'ai tout le temps été de même. J'ai jamais vraiment checké les line-up l'autre bord. Puis, si ça donne dans le feu de l'action. Mais de là, acheter les mitaines quand c'est un face-off, c'est plutôt rare. C'était plus dans le feu de l'action. Là. En arrivant dans le vestiaire cette année, t'as-tu dit coucou Danny ou. Ils ont joué d'autres matchs contre depuis. Là, ça c'est ça. L'eau a coulé sous les ponts. T'as-tu d'autres questions, Dave? Moi, j'avais des petites photos. Là. Ouais, ben, les petites photos et les questions rafales. Ouais, on y va avec ça? Ouais. Donc, tantôt, tu nous disais que tu avais veillé pas mal tard là, le championnat de l'assurantia pendant peut-être quelques jours. Mais j'ai une petite photo ici. Donc, tu es chez ton tatoueur. Là, il a fallu que je croppe la photo. Là. Mais j'en ai une deuxième qui montre le tatou. Mais c'est un hibou. C'est parce que tu dors pas bien souvent ou pourquoi le hibou sur le tatou? Le hibou, il veut dire quelque chose, mais c'est plus le montage alentour là, que j'ai fait rajouter. Là. OK. Ça se dit-tu ou j'en montre la photo? Ou, Oh, c'est correct. Ouais. Non? OK, bon. Correct. Ici, j'avais des petites photos, là. Un peu de Sidou. Ici, un peu de motocross. Parce que tu es un adepte des machines à l'extérieur. Ah oui, en Beauce, nous autres, direct par chez nous, tout le monde a des petites machines. Là, c'est sûr que, attendez que j'ai eu mes enfants, je me suis calmé un peu. Là, j'ai juste un 4 roues, mais c'est sûr que j'ai tout le temps eu des motocross. Étant plus jeune, j'avais fait un petit peu de pratique pour faire de la compétition. Puis ça, mon père nous avait tout le temps acheté des motocross de l'année. Puis c'est tout le temps de quoi que j'ai aimé faire. Puis je vais continuer de faire probablement. Mais là, étant donné que là, ça la donne moins un petit peu, j'ai moins de temps, je peux plus en faire ben. Mais ouais, un peu de tout, 4 roues, motocross, Sidou, c'est tout un tripeux de sport extrême un peu. Quoi que c'est Chris Lausier, je pense, qui faisait aussi des compétitions. Chris, il a fait des combats ultimes et même du motocross, il en a aussi. Lui, il aime ça pas mal là, quand c'est extrême. C'est quoi un peu que les coachs, tu sais, que quand t'es jeune, t'aimes bien le motocross, les coachs de hockey doivent pas trop aimer ça, j'imagine. Mais... Non, justement, tu sais, je faisais du snow aussi, fait qu'à un moment donné, mon père m'a dit, là, faut que tu décides, c'est soit le motocross, du snow, ou ben, tu joues au hockey, parce que là, je me blessais, je me cassais des poignets, je jouais même au hockey avec des plâtres des fois, tu sais. Fait qu'à un moment donné, ça a été ça, fallait que je prenne la décision aussi, là. Fait que j'ai pris la décision de jouer au hockey, puis... Je ne regrette pas, j'ai eu une belle carrière quand même, avec tous les parcours que j'ai eu un peu partout. Là, c'est des belles expériences à vivre. Yes. Dernière photo, petite photo. Ici, c'était écrit Bionnet, on voit le signe des cataractes en arrière. C'est le jeune Dylan Labbé. C'est quoi cette photo-là? Le jeune, tu dis, pas un poil d'en face. Ouais, c'est ça. Ça, c'était tout le temps, à chaque année, là, Martin Mondou, le directeur général, il faisait un tournoi pour se remettre en forme là, avant la saison. Fait que on jouait un tournoi, je me rappelle, il y avait des gars de McGill qui venaient, il y avait des joueurs d'un peu partout là, qui étaient capables de monter des équipes avec des joueurs qui faisaient l'alignement au cataract. Fait que c'était vraiment pour se remettre en forme, là, le petit tournoi. Puis c'est ça, il avait gagné. Un autre tournoi gagné. J'ai une autre petite photo aussi avec les cataractes. Donc, encore là, pas de poils d'en face, j'étais jeune. Je l'ai montré tantôt, mais quand on en parlait, sauf que je n'ai pas pensé. Donc, c'était pas mal ça, Dave, pour mes petites photos. Serais-tu mettons, des chandails avec lesquels tu as joué, celle-là, jaune de même des cataractes? Moi, c'est un que je trouve vraiment, vraiment beau. Serais-tu dans
J'imagine que tu vas être dans ton top 3. T'en as d'autres que t'aimes bien. Ouais, je te dirais que c'était pas mal mon chandail favori parce que ça a été mon chandail de draft aussi. Là, Ouais. Fait que c'était les couleurs de Shawinigan. Ouais. Yes. Fait que, pour finir, on a un petit questionnaire, question rapide. Donc, tu décides, là, ben, tu réponds première chose qui vient en tête. Je laisse savoir. Ben, la première, on commence tout le temps par ton premier souvenir de hockey. C'est quand, mettons, la première fois que tu as eu des patins dans les pieds? Tu savais patiner avec la famille? Ça remonte à loin, mais je me souviens, là, ici, à côté à Saint-Prosper, là, mon père m'emmenait jouer au hockey. On était une famille un peu de hockey. Là. Mon frère plus vieux jouait, mon frère plus jeune aussi. Fait que mon père nous a tout le temps poussé un peu dans le hockey. Je me souviens que c'est ça, il nous emmenait à la patinoire ici à l'extérieur à l'OTJ, puis on se pratiquait. Puis, ça a tout le temps été ça un peu, nous autres. Un petit monde de hockey. Habituellement, je demande ton numéro. Tu avais le 7 avec l'Assurantia. Là, je pense que, si je ne me trompe pas, tu as le 24 avec le Cool. Dans le fond, as-tu un numéro fétiche que tu as porté, dans le fond, plus un l'autre durant ta carrière? Ou... Quand j'étais jeune, je te dirais que j'ai souvent eu le 7, le 27, selon les disponibilités. Mais quand j'ai tombé dans le junior majeur, j'avais le 24. Fait que j'ai décidé de continuer un peu avec ça. Mais quand je suis tombé dans le professionnel, je suis tombé avec des numéros que je n'aimais pas vraiment. Là, ça a tout le temps été le 7 ou le 24, moi. Étant donné que je pense que c'est Udon qui est le 7. J'ai pris le 24. Ça faisait bien mon affaire. Junior majeur, je trouvais que ça avait bien été. Fait que j'ai dit, regarde, pourquoi pas y aller avec le 24? Là? Y avait-tu une raison sentimentale derrière ça ou c'est juste un numéro? Non, c'était plus, comme je te dis, ça avait bien été junior. Fait que j'ai dit, je vais essayer ce numéro-là. Ouais. C'est plutôt ça. Là, comme je te dis, mes coups de cœur, c'était tout le temps été le numéro 7 ou le 24. Fait que... ton idole au hockey? Mon idole au hockey. Présentement, c'est sûr que là, ça a changé que dans le temps d'avant. Là, mais un gars que je trouve incroyable, c'est sûr, c'est McDavid. Tout le monde va le dire. Sa vitesse, ses mains, tout ça. C'est sûr que c'est des gars de même que je regarde. Là, je regarde pas vraiment des. T'as déjà joué avec... Je suis défenseur, mais je regarde plus les gars d'attaque. T'as déjà joué avec, par exemple? Ouais, au moins 18 ans. C'était-tu quelque chose, même s'il était 2 ans plus jeune que tout le monde dans ce temps-là? C'était un peu le gars qu'on voyait venir. Là, on savait qu'il allait être super bon. Puis, je te dis, il avait 2 ans plus jeune, puis il dominait. Là, on le voyait venir à 100 000 à l'heure qu'il allait être une superstar, mais en même temps, tu peux pas dire que le gars va être la superstar qu'il est aujourd'hui parce que c'est impressionnant qu'est-ce qu'il fait. Là, des 150 points par année, j'ai rarement vu ça. C'est dur de coller la shot d'avance que le gars va faire ça, mais on le voyait venir que ça allait être une superstar. Sinon, il n'y avait pas de Duncan Keith aussi que tu aimais bien. Ouais, j'avais dit ça. Avec. C'est sûr que c'est un joueur que je regardais beaucoup. Là. Je pense pas que je jouais comme lui, mais j'aurais aimé ça. J'étais un peu un défenseur two-way qui joue à l'attaque et à la défense. Fait que c'est des joueurs comme ça que je checkais là, à qui me comparer. Parce que au Combine NHL, il nous posait vraiment souvent cette question-là. Là, à qui tu te compares, puis ça. Puis j'étais tout le temps en train de figer à cette question-là, à qui vraiment que je ressemble. Puis ça a comme sorti un gars de même, mais c'est sûr, je ressemblais pas à Duncan Keith, là, mais c'était vraiment un gars two-way qui est solide des deux côtés de la glace. C'était-tu un athlète préféré en dehors du hockey, dans un autre sport? Pas vraiment. Pas vraiment. Pour vrai, je suis le genre de gars qui regarde du football comme il regarde du basket ou NHL. J'ai pas vraiment de favoris. Alright. As-tu une routine d'avant-match? La seule routine que je peux te dire que j'ai, là, c'est vraiment partir m'habiller à 30 minutes avant le warm-up. C'est la seule routine que j'ai. Je suis pas le genre à être superstitieux, à attacher mes patins de tel bord en premier, ces affaires-là. J'ai jamais cru en soi vraiment. Là. La superstition, là, moi, j'ai jamais été fort là-dessus. C'est plus la préparation qui est importante. Petite question en 2 temps. Ton coéquipier le plus drôle, mais je te dirais ton coéquipier quand tu étais à Thetford, puis depuis que tu es arrivé à Saint-Georges. À Thetford, c'est sûr que Lausier, c'est tout qu'un spécimen. Ça nous a fait rire pas mal, je veux dire. Là. Ça a été tout qu'un coéquipier, puis c'est tout qu'un clown. Là, le gars, il n'est pas froid aux yeux. J'en ai vu toutes les couleurs avec ce gars-là. C'est vraiment un bon Jack.
Puis à Tedfeld, je te dirais que c'est Dave Hamel. C'est le clown de l'équipe. Vraiment bon Jack. On s'entend bien. On se connaissait un petit peu avant que la saison débute, mais je me rends compte tout de suite que ça va être un de mes bons collègues coéquipiers dans cette équipe-là, ça c'est sûr. Parfait. Puis, selon toi, le meilleur joueur avec qui tu as déjà joué? Le meilleur joueur, ça doit être au moins 18 ans avec McDavid. Là, je te dirais qu'il y avait tellement de bons joueurs cette année-là, des Josh Morrissey. Puis, mettons dans un club, soit junior, soit AHL. Junior, comme je te dis, Samuel Girard, Anthony Beauvillier, ça a été des gros noms qui ont joué avec nous autres. Professionnel, j'ai joué avec Mike Riley. J'ai déjà été partner avec dans la Ligue américaine. Après ça, il y a des noms, mais je pense que c'est vraiment Riley qui avait le plus de talent. Là. Il sortait des collèges américains et tout ça, puis le gars était impressionnant, là, les mains qu'il avait et tout. Ouais. Et encore aujourd'hui, c'est un bon défenseur dans la Ligue américaine. Il est où, lui, à cette heure, dans la Ligue nationale, donc? Il est à Boston? Je pense. Dernière nouvelle, là, il a peut-être changé cette année. Je pense qu'il est rendu en Floride. Je pense qu'il est rendu en Floride. Je pense qu'il va avoir une belle carrière, c'est un bon défenseur. Parfait. Jusqu'à présent, ton meilleur souvenir dans la Ligue nord-américaine, mettons, là, c'est sûrement la Coupe, là, mais... Mes plus beaux souvenirs, ouais, ça a été l'année de la Coupe. Vraiment toute l'année, je te dirais. Il n'y a pas de souvenirs en tant que tel. Oui, la Coupe, c'est le fun, mais cette année-là, ça a été spécial pour elle. Ouais, c'est une belle année. Parfait. Ton repas préféré? La pizza. Ton film préféré ou série? Le film, je te dirais Le Loup de Wall Street. Ouais. Un film qui me fait rire à tous les fois. Ouais. C'est bon. Puis, si tu peux aller voir un artiste en show, ça serait qui? Ça serait probablement un rappeur, là, genre Snoop Dogg ou même du New Country, j'aime bien ça, là, du Loop Com, ces affaires-là. Je suis un gars qui aime un peu de tout, là, j'ai pas vraiment de favoris. All right, good. Fait que, merci de t'avoir prêté au jeu. T'avais-tu d'autres questions, Sébastien, pour... moi, je veux une petite anecdote, là, au moins, en partant, là, quelque chose qui compte, là. Ouais, tantôt, tu me l'as demandé, j'ai essayé de penser à ça. Il y en a une que je pourrais compter, là, à mon année 16 ans, quand ils m'ont monté à Shawinigan, on avait gagné la Coupe. Ouais. Cette semaine-là, après la Coupe, on était sur le party à côté, là, puis on avait nos exit meetings, puis étant donné, moi, j'étais le plus jeune, j'avais eu un meeting à genre 7h30 un matin ou 8h, c'était très tôt. Puis la veille, on avait sorti avec la Coupe. Ça a été toute qu'une soirée, je te dis. Je me souviens, j'avais déchiré mon chandail sur le stage, j'étais en chest. Ce qui est drôle, c'est qu'on avait continué à veiller ce soir-là. Puis le lendemain, je m'étais rendu directement là-bas en auto. Puis j'étais rentré dans le meeting, l'exit meeting avec Mousse Dupont, Danny Dupont, Éric Veilleux qui coach les Remparts, Steve Larouche. J'étais rentré là en chess. Fait qu'il m'avait trouvé coquin pas mal drôle, là, tu sais. T'as 16-17 ans, puis t'arrives à ton exit meeting pour l'année d'après en chess, tu sais. Ça passe mieux après la Coupe Memorial, je pense. Ouais, c'est ça. Il comprenait, puis tu sais, il avait trouvé ça tellement drôle, tu sais. On avait sorti avec la Coupe. C'était pas que les débauches, je te dirais, là, tu sais. C'est ça, j'avais quasiment parti du bord après pour m'en aller à mon meeting, là, tu sais. J'étais croche un peu, là. Pas de chandail. Parce qu'il était déchiré, dans le fond. Ouais, c'est ça. Je l'avais pogné sur le stage, puis, tu sais, célébration de gaucho qui a gagné à Coupe Memorial, là. C'est quand même drôle, ça. C'est bon, ça. J'ai été rassasié par ce petit point. All right. Dylan, on va te souhaiter une bonne saison 2023-2024 avec le Cool FM. Merci beaucoup, les gars. À la maison maintenant. Yes. All right. Merci. Merci également là, d'avoir accepté d'être des nôtres ce soir. Je vois quelques messages là, de gens là, qui. Moi, je reçois des petits textos depuis tantôt. Là. Ouais. Faut dire, dis cette histoire-là. Ouais, c'est ça. Ben, stoule-moi pas, un des deux. Là. Ouais, c'est ça. Yes. Merci, Dylan, puis bonne saison. Salut, les gars, merci. Yes, merci. Là. Good. All right. Good. Très sympathique. Très sympathique, Dylan. Donc,
Ben, quand même, un joueur, tu te dis, ben, il est encore très jeune, là, chez le Cool FM, mais quand même, tout un vécu. S'est promené quand même en Amérique du Nord, quand NHL, côtoyé beaucoup de bons joueurs, les moins de 18 ans. C'est dommage. On parlait de vétéran, c'est comme un jeune vétéran déjà. C'est dommage aussi, c'est sûr que c'est l'histoire pour beaucoup de joueurs, là, mais c'est vrai que quand tu regardes sa première année complète avec le club école du Wild là, en Iowa, c'est vrai qu'il y avait une très belle saison. Puis c'est vraiment à se demander si la blessure en fin de sa première saison n'était pas arrivée. Où est-ce qu'il aurait été? Parce que pour vrai, c'est vrai que c'était vraiment une très bonne saison là, quand tu regardes, surtout pour l'âge qu'il avait. Puis les défenseurs, en plus, souvent, ça prend un petit peu plus de temps à se développer. Mais... Des fois, c'est des livres ou des films, c'est What If. Si Salnabel n'avait pas eu mais tout le temps, 2 ACL puis une autre blessure. Tu sais, tout le temps, les vieux... je sais pas, les vieux mononcles, tout ça, là. Si je ne m'étais pas déchiré le genou en 64, là, j'aurais joué pour le Canadien, mais c'est un des seuls qui peut le dire, puis que c'est probablement vrai que si c'était pas défait le genou, il aurait pu jouer dans le show. C'est rare qu'il y en a qui peuvent le dire, puis c'est vrai. Yes. Donc, on y va peut-être avec un tour d'horizon des matchs qui ont eu lieu ce week-end. Là. Yes, donc... wow! Je suis pas encore habitué. Oui, donc, segment analyse, la troisième période, en fait. Donc, ben c'est vraiment une saison de fun à date. En tout cas, pour ceux qui aiment l'offensive, il se marque beaucoup de buts, surtout vendredi. Qui aurait cru qu'un duel entre Philippe Desrosiers et Étienne Marcoux finirait 7-5? Moi, je n'ai pas compris ce qui s'est passé dans ce match-là, là, parce que de voir Sorel marquer plus que 3 buts contre Étienne Marcoux, je pense que c'était une première là, depuis qu'il est dans la ligue, surtout à Thetford. Donc, non, ça a bien été pour les éperviers. En début de match, c'était 3-0 éperviers quand même. Je pense que l'assurenceur a fait 2 buts là, collés là, pour revenir dans un but, là, mais les éperviers là, qui ont joué un très bon match. Il y avait un gros point d'interrogation au début de la saison sur l'attaque des éperviers. Puis même sans Waked, même sans Bouvet-Morissette qui ne sont pas encore commencé, l'attaque qui connaît quand même des bons moments. Puis je pense que, honnêtement, ce qui fait toute la différence, puis je pense que pendant tous les fans des éperviers sont d'accord avec ça, c'est vraiment l'arrivée de Mathieu Ayotte puis Guillaume Gauthier. Ça change complètement la dynamique de l'attaque. Ça fait 2-3 ans qu'on a simplement une ligne très, très forte du côté de Sorel-Tracy, mais là, on est vraiment rendu à... Il y a 2 lignes, puis même la 3e ligne qui réussit à aller marquer un gros but également. Le Sorellois, Émile Villard, comme tu as dit en début d'émission, qui a marqué son premier but. Donc, je pense que ça va bien à ce niveau-là. L'avantage numérique encore qui a fait mal. 3 buts de l'avantage numérique de Sorel. Du côté de Thetford Mines, je pense que c'est peut-être selon leur standard à eux, là, c'est sûr c'est seulement 3 matchs, là, mais c'est peut-être un début de saison un petit peu plus lent, mais en même temps, un club avec beaucoup de vétérans, c'est sûr des fois ça prend peut-être quelques fins de semaine de plus là, avant de se mettre en marche, mais le talent est encore là là-bas. Il y a peut-être justement... On commence aussi les matchs première période, là, ça a été plus difficile, je pense. Oui, il y a ça. Puis, tu sais, sans rien enlever aux joueurs qui sont là, c'est sûr que il va falloir se réhabituer puis de restabiliser la défensive parce que tu sais, Tommy Lafontaine est plus là. Pierre-Luc Lessard n'est plus là à temps plein. Il ne joue pas vendredi. Donc, c'est sûr qu'on a rentré des bons joueurs comme Bruno Cardoni puis des joueurs... il faut qu'ils prennent plus leur place comme Dumoulin puis Samuel Huld, mais c'est sûr que c'est quand même une légère transition là, qui doit se faire à la défensive du côté de Thetford. Mais ça risque de... Je ne suis pas inquiet pour eux autres. Ils ont quand même le talent pour. Puis sinon... J'écoutais après le match, là, c'est Serge Cadorette là, qui était en entrevue.
Je pense qu'il disait que l'équipe avait joué pas un vilain match, là, mais on aurait aimé peut-être un meilleur 60 minutes là, dans son ensemble. Ouais, puis je pense que. Passe, là, ouais, il y a eu par moment. C'est vraiment Sorel qui a profité de leur chance parce que par moment, Tedford avait vraiment le contrôle du jeu. Puis la minute que Sorel, dans le fond, avait une coupe de chance ou reprenait le contrôle, il marquait un gros but. Donc, c'est sûr que ça coupe le vent pas mal. Non, ça arrive, il y a des matchs comme ça. Mais ouais, donc voilà pour ce match-là. Aussi, Dylan Labbe a parlé de lui aussi, l'amateur d'émotions fortes, là, mais Christophe Lausier, quand même, un match d'un but, 3 passes, un bon combat aussi contre Danick Malouin. C'est quand même une pas pire soirée de travail dans son cas, du côté de Lausier. Donc, j'ai mon chapeau. Puis Gabriel Bilodeau, du côté de Sorel-Tracy, aussi un 4 points. 4 passes, l'attaque, ça aussi c'est un peu comme l'année passée, mais l'attaque, ça passe vraiment par Bilodeau à sa rétraction. On dirait que tous les jeux partent de son bâton quand il se passe de quoi à l'attaque. Donc, voilà pour mon analyse de ce match-là. Et il y a le match là aussi, vendredi, Cool FM Jonquière, c'est terminé en prolongation par un but d'Alexandre Picard. Ouais, match complètement fou. Jonquière qui, par moment, semblait vraiment sortir avec le match. Puis le Cool FM, vraiment, qui n'ont jamais abandonné, ont toujours réussi à répliquer de quelque façon. Simon-Claude Blackburn, un taux de chapeau. Son 3e but pour compléter le taux de chapeau qui était vraiment exceptionnel. Vraiment un beau but. Ouais. Pour ceux qui ont eu la chance de cette fois-là, c'est un but qui avait créé l'égalité. En fait, il avait marqué les 2 premiers buts du match. Exact. Donc, vraiment, un Cool FM qui est revenu de l'arrière, je pense, si je ne me trompe pas, comme 3 fois dans le match pour réussir à aller chercher un point en prolongation. Donc, non, c'était le retour officiel. Il y avait joué un match en pré-saison, c'était le retour officiel aussi de Dominique Lapensée à Jonquière, devant une très, 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 très belle foule. Puis, je pense que du côté de Jonquière, on ne peut pas demander mieux devant une salle comble, un match avec beaucoup d'offensives. Il y a eu quand même pas mal d'animosité aussi. Il y a eu quelques moments d'intensité, disons, on va les appeler comme ça. Puis, Alexandre, en début de match, je pense que c'est Dave Hamel qui a eu une inconduite. Un peu de chamaillage avec Patrick Bordelot. Il était vraiment excité, Dave Hamel, d'essayer de s'en prendre à Patrick Bordelot, puis il n'a pas attendu de sortir de son banc avant d'essayer quelque chose. Donc, je pense que c'est ça qui est arrivé. Mais le but en prolongation aussi d'Alexandre Picard, c'est quand même un but assez impressionnant, là, couper 1 contre 1 comme ça, là, puis juste se dire, là, je m'en vais au net, essaye de m'arrêter. Quand c'est un joueur comme Alexandre Picard là, qui fait ça devant un joueur en défensive, ça ne doit pas... surtout qu'aussi, c'est en fin de 3e période, je pense que c'est 1 minute 8 secondes à la partie quand Mathieu Gagnon a comme créé le but à l'égalité. On peut dire que Cool FM avait quand même un peu le momentum là, le vent des voiles, le restant du match, le début de la prolongation, mais c'est Alexandre Picard qui a arrêté le débat, là, si on veut, puis c'est l'issue du match. Scénario hollywoodien pour un match d'ouverture à la maison, le capitaine Alexandre Picard, le gros nom, la vedette qui clôt ça. Là. Puis je pense que lui avec, je pense que c'est 2 buts, 2 passes vendredi. Il y a eu beaucoup, il y a eu beaucoup de buts, fait que pour les joueurs de la semaine, ça va être, je ne sais pas qui va les avoir parce qu'il y a eu beaucoup de grosses performances. Un autre, Simon-Claude Blackburn, le taux de chapeau, Alexandre Picard, 2 buts, 2 passes. Lausier et Bilodeau, 4 points avec dans leur match. Donc, j'ai hâte de voir ça, mais ouais. Il y a un autre joueur, mais pour faire une transition avec un autre joueur qu'on a parlé pour les Jeux de la semaine, le match à Laval, Maxime Saint-Cyr, qui a fait un taux de chapeau. Ouais, ben là, tu parlais de match fou. Le match pétrolier contre 3L vendredi, c'était quand même un match qui a beaucoup d'intensité. Ouais, je pense que c'est un match qui a dû faire plaisir aux fans à Laval. Je pense qu'il y a eu un peu de tout pour tout le monde. Il y a eu des buts, il y a eu des beaux jeux, il y a eu quelques chicanes. Des chicanes. Quelques chicanes. Puis je pense que du côté de Laval, vraiment,
Je pense que c'est le premier match vraiment cette année où c'était vraiment le Nathan Larose de l'année passée. Le Nathan Larose qui a vraiment dominé ce match-là. Était vraiment solide. Je pense qu'il a fini avec un but, une passe, là, mais volait sur la patinoire. Donc, vraiment un bon match pour lui. Et du côté des 3L, dommage, on n'a pas encore réussi à aller chercher notre première victoire, mais on a quand même montré beaucoup de résilience. Là, on perdait 4-0, puis ça a fini 5-4. Je pense qu'on a donné une coupe de sueur froide là, aux fans de Laval puis aux joueurs des Pétroliers. Mais je pense que c'était quand même 4-0 au Pétrolier au début du match. Festival Maxime Saint-Cyr a commencé. Ouais. Si c'était pas 4-0, les 3L ont peut-être connu un moins bon début de match. Puis, si ça n'avait pas été de ça, ça a bien été relativement là, plus tard, là, quand on avait brisé la glace. Oui, exact. Donc, je pense que les 3L, c'est en rodage encore, parce qu'il y a encore, il y a beaucoup, beaucoup de talent, mais c'est encore essayer de faire lever la sauce. Puis je pense aussi qu'il va falloir, c'est dommage qu'un gars comme Nathan Ouellet disait qu'il ne peut pas être là, mais il va quand même falloir trouver d'autres solutions en attaque parce que ça ne peut pas être toujours le premier trio avec Maxime Saint-Cyr et Loïc Marcotte qui font les buts. Là. Je pense que la grande majorité des buts depuis le début de la saison sont provenus de ces deux joueurs-là. Même le lendemain, il y a eu 3 buts qui se sont marqués, mais il y en a encore un, c'était Saint-Cyr, Marcotte, puis l'autre, Maxime Guillon. Mais je pense que ça va quand même falloir trouver une façon de marquer que d'autres joueurs marquent des buts. Que d'autres joueurs marquent des buts là, du côté de Rivière-du-Loup là, pour ce match-là. Puis également, un autre petit chapeau à lever. C'est un joueur qui est arrivé en camp d'entraînement, mais Wayne Letourneau qui n'a pas hésité à défendre Maxime Saint-Cyr sur une bonne mise en échec qui semblait quand même légale du côté d'Annick Calgaro en plein milieu de la patinoire. Mais quand c'est ton meilleur joueur comme ça, Maxime Saint-Cyr, c'est sûr que ça ne passera pas chez les 3L. Donc, Wayne Letourneau qui n'a pas hésité. J'avais une ligne pour que j'avais gardé, mais pour la fin, l'autre match là, des 3L après. Donc, on va s'en reparler comme un petit peu plus tard, un petit peu. Là. Mais qui était justement peut-être un petit peu plus sujet à débat. Là, ok, bon. On pourra parler de ça. Mais sinon, un message sur Samuot, il y a un joueur qui a marqué un très, très beau but vendredi soir en désavantage numérique. C'est Alexandre Carrier. C'est vraiment dommage parce que oui, c'est blessé samedi. On n'en sait pas plus encore. On va espérer, on va faire une petite prière pour que ça soit plus de peur que de mal. Mais ouais, je pense que à moins que je me trompe, là, je pense que c'était au niveau du genou là, que ça semblait. Là, donc, on va espérer que ça ne soit pas trop grave parce que c'était quand même un joueur qui prenait c'était seulement 3-4 matchs, là, mais prenait vraiment ses aises, puis on voyait l'impact qu'il pourrait avoir à Laval. Toujours le nez dans le trafic, bon désavantage numérique, dérangeant, mais vraiment intense aussi. Donc, on va espérer là, que c'est plus de peur que de mal. Puis sinon, pour faire la transition avec le match à Saint-Georges de samedi, bien, le Cool FM qui a réussi à infliger là, une première défaite à Laval. Un autre joueur aussi, on parle des joueurs de la semaine, Anthony Verret, je pense qu'il a 6 points aussi dans sa fin de semaine, donc il a connu une très, très grosse fin de semaine. Maxime Lacroix aussi, gros match, 2 buts, une passe. Benjamin Lagarde aussi, on parlait Diane Abbé qui parlait des ajouts là, qui ont été faits, là, même si c'est le même noyau qui ont gagné la Coupe. Benjamin Lagarde pourrait en être un aussi qui est quand même un bon ajout, surtout dans des matchs comme ça où pas l'oublier, Francis Paré et Yannick Coutu n'étaient pas là samedi. Donc d'avoir des joueurs, des nouveaux joueurs dans l'alignement qui disons step up comme ça. Justement, c'était mon coup de cœur dans ce match-là. Benjamin Lagarde, que j'ai trouvé qu'il a disputé un excellent match. J'étais avec Lacroix et Verret là, sur un trio lors de ce match-là de samedi. Hein? La place du TIF, dans le fond. Faut attention le TIF, là, parce que ça, Benjamin Lagarde a joué un très bon match. Pourtant, ça avait bien commencé du côté de Laval. Là, le premier but était marqué par Yann Sauvé là, sur une descente. C'était porté à l'attaque pour compléter un petit peu comme un retour de lancer là, devant le filet.
Par la suite, là, on a eu le Cool FM là, qui est revenu dans le match. Finalement, une victoire de 5-3. Mais ouais, Benjamin Lagarde, là, pour eux, c'est très impressionné. Son intensité, on dirait qu'il arrivait dans le coin, puis je sais pas, la petite fraction de plus qu'il poussait la rondelle, ça donnait qu'il y avait un coéquipier déjà plus loin. Les trois ensemble avec Lacroix, Verret, c'était. Il avait été très bon l'année passée à Montcalm quand même. C'est peut-être un joueur qui a passé un petit peu plus sous silence. Là. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense que c'est un point par match à Montcalm l'année dernière. Benjamin Lagarde. Puis il y a eu un beau jeu aussi, le tir-passe de Potvin là, avec le but de Maxime Chagnon, là, qui est une bonne saison également. Juste ici. Ouais. C'est un jeu que Potvin, je me rappelle, il avait fait ça 2-3 fois, Sorel, des tirs-passes, puis ça avait fonctionné. C'est comme on dirait une passe un peu trop rapide, mais vers le filet. Fait que... Finalement, ça va être un beau jeu. Donc, l'autre match, 3L est marqué. Victoire de 4-3 en prolongation. Un but de Marc-André Terrien, là, cette fois-ci, pour les Marquis de Jonquière qui sont sortis victorieux du duel. Oui, malheureusement, ça avait dévié sur un patin en prolongation. Donc, un petit peu de chance, mais les bons joueurs font leur propre chance. Les 3L qui ont failli donner quand même toute une fin de match à leurs partisans là, parce qu'ils ont marqué avec environ 1 minute à faire là, pour égaler ça en fin de troisième. Juste avant la prolongation, Alexandre Picard qui a failli faire probablement un début de l'année, surtout avec les circonstances, 3-3 avec moins d'1 minute à faire en fin de troisième, a complètement servi une tasse de café aux défenseurs. Malheureusement, je ne me rappelle pas c'est lequel, mais peut-être heureusement aussi, je ne nommerai pas. qui s'est fait déjouer, mais le gardien, là, Tristan Côté-Cazenave, qui a sauvé son joueur là, sur cette séquence-là, parce que c'était toute une fin d'Alexandre Picard sur ce jeu-là. Mais encore une fois, je pense que c'était un match que les gardiens ont bien fait, parce qu'il y a quand même beaucoup de surnoms dans ce match-là. C'était un match où ça vraiment up and down, j'ai trouvé le tempo. Donc, les gardiens qui ont quand même bien fait, Bérubé puis Côté-Cazenave. Puis, je pense qu'encore une fois, c'est un peu la même... C'était un match, je trouve, qui ressemblait un peu aux séries l'année dernière entre ces deux équipes-là, là, justement. Les trois étaient tout le temps dans le coup, étaient tout le temps très proches, mais c'était le marqué qui finissait par trouver une façon de gagner à la fin du match. Puis c'est peut-être aussi, c'est une chose que les trois devront apprendre à faire, c'est de trouver comment gagner ces matchs serrés-là, parce que depuis quelques années, justement, avec les résultats qu'ils ont eus, c'est quelque chose qui s'apprend aussi également. Mais là, au moins cette année, je pense que, justement, de tous les matchs depuis le début de la saison, même si on n'a pas encore trouvé la victoire, on a été dans le coup tout le temps. Défaite en prolongation. C'est un peu ça que bon, je voulais m'en aller. Mais pour vrai, si on regarde les 4 parties, 3 qui ont perdu par un écart de 1 but, puis 2 en prolongation. Il y a seulement le premier match là, contre les Pétroliers que ça avait fini 3-0, mais c'est ça. Ouais. Ça me faisait penser un peu à ce que Louis Tremblay disait, là, c'est pas toujours le résultat qui compte, c'est aussi la manière. Je pense que les 3L sont compétitifs à chaque partie, puis si on regarde un peu aussi... tu as parlé un peu de l'attaque, mais si on regarde la défensive, ils vont accorder 14 buts en 4 matchs avec peut-être un match de plus que jouer que les autres équipes. Là. Fait que si on met tout le monde sur le même pied d'égalité, ils sont quand même dans les équipes qui accordent le moins de buts par match jusqu'ici. Puis on a des gardiens qui font le travail. On n'a pas eu des gros... je pense que, ouais. Puis, tu sais, je regarde ça, puis je me dis, je pense que ça va peut-être être. Tu sais, les ingrédients, comme j'ai dit, il faut que ça lève. Les ingrédients sont là, mais rendus à ce niveau-là, je pense que c'est peut-être derrière le banc que ça se passe aussi. Tu sais, ça va être
rendu là, je pense que les résultats sont très serrés. Le talent est là. Je pense que ça va être aussi la job à Eric Kelly puis Fabien Dubé derrière le banc de trouver la façon de permettre à ce groupe-là d'aller gagner des matchs. Je ne sais pas si c'est des combinaisons, des stratégies, le bon mot pour motiver. Je ne suis pas coach, puis je suis loin d'être coach, mais quand le talent est là, puis quand les résultats sont prêts d'être là, puis tu vois justement les 3 derniers matchs, 2 défaites en prolongation, une en tir de barrage, puis en prolongation, puis une par un but. Je pense que il en manque vraiment pas gros. C'est un peu aussi, il y a des entraîneurs qui l'ont dit en entrevue aussi, je pense que Louis en a parlé que c'est comme si on était encore en camp d'entraînement du côté des Marquis, mais j'ai entendu la même chose là, du côté de Dominique Lapensée qui a dit ça aussi en entrevue après un match. Puis j'imagine que c'est la même chose aussi du côté de la troupe de Eric Kelly. On a eu des nouveaux joueurs, on a rentré d'autres joueurs, comme la cohésion en début d'année. Les gars apprennent à se connaître. C'est peut-être dans les 4-5 prochains matchs. Je ne sais pas c'est combien de matchs qu'on a besoin pour ça, là, mais on a joué 4 parties. On devrait commencer à avoir un petit peu plus de résultats là, pour les matchs à venir. Ça reste à voir. Grosse fin de semaine pour les 3L. Vendredi à Saint-Georges, samedi à la maison contre les Éperviers. Donc, ils vont avoir 2 matchs en fin de semaine, 2 chances de s'inscrire au tableau. Donc, ça va être avoir gros test là, à Saint-Georges. On sait Saint-Georges ne perd pas souvent à maison depuis l'année passée. Donc voilà. Alors, ça faisait le tour pour les matchs du week-end. Rapidement, là, un programme complet. Toutes les équipes jouent 2 matchs en fin de semaine. Donc, il va y avoir beaucoup d'action. Donc, ça commence vendredi. L'Assurance Thetford Mines pourront prendre leur revanche face aux Éperviers qu'ils ont battus la semaine dernière à Sorel-Tracy vendredi soir. Je viens de mentionner Rivière-du-Loup à Saint-Georges. Puis, on va avoir droit à un aller-retour entre les Marquis de Jonquière et les Pétroliers à Laval. Donc, ça, c'est toujours des équipes qui offrent des bons matchs habituellement. Donc, vendredi à Laval, samedi à Jonquière. Puis après ça, le Cool FM sera à Thetford Mines. Donc, le retour de Dylan Labbé à Thetford Mines pour la première fois avec l'uniforme du Cool. Donc, la plus vieille rivalité de la Ligue qui reprend. Et puis, Sorel-Tracy à Rivière-du-Loup. Donc, voilà pour les matchs du week-end. J'ai un petit quiz aussi avant de terminer, s'il y en a qui sont toujours avec nous, qui veulent participer. Donc, comme toujours, j'essaie de m'inspirer de joueurs qu'on avait en entrevue. Alors, on a mentionné, surtout en début d'entrevue, Dylan Labbé, repêché par le Wild du Minnesota en 4e ronde en 2013. Il y a 5 autres joueurs qui ont été repêchés en 2013 dans le repêchage à la Ligue nationale qui ont joué dans la Ligue nord-américaine. Il y en a 2 qui sont actifs présentement. Les autres ont joué, mais ne jouent plus présentement. Peut-être un jour, on verra. Ils sont encore jeunes. Mais pour l'instant, là, il y a 2 joueurs actifs et 3 joueurs qui sont plus actifs dans la Ligue nord-américaine. Mais lesquels sont-ils? Des joueurs à part Dylan Labbé qui ont été repêchés en 2013, qui ont joué dans la Ligue nord-américaine, qui ont été repêchés dans la Ligue nationale. Je pense que j'en ai un. Ouais. Il y en a 2 qui ont été mentionnés dans l'entrevue à Dylan Labbé. Pour ceux-ci, il y en a qui ont bien écouté. Les 2 qui jouent en ce moment? Il y en a un qui joue en ce moment, il y en a un qui ne joue pas en ce moment, mais il avait été mentionné dans l'entrevue à Dylan Labbé quand il parlait justement du repêchage. Au New Jersey. Julien Brouillette, c'est un bon. Je pense que c'est Stéphane Bailey qui dit Brouillette. Je pense que c'était Julien Brouillette, j'imagine. Mais non, Julien Brouillette avait joué dans la Ligue nationale, mais n'avait pas été repêché. Julien Brouillette. C'est pas Christophe Lausier non plus.
Pour les joueurs qui jouent présentement, encore dans la Ligue, les deux sont à Sorel en ce moment. Paquin-Boudreau? Oui, donc Gabriel Paquin-Boudreau, c'en était un en deuxième ronde par les Sharks de San Jose. Donc, Gabriel Paquin-Boudreau, c'en est un. Non, Maxime Saint-Cyr. Maxime Saint-Cyr qui n'avait pas été repêché dans la Ligue nationale, malgré ses 50 buts. Je pense que c'est pas Tommy Veilleux aussi qui a été repêché. Oui, Tommy Veilleux. Donc, Tommy Veilleux qui a joué à Saint-Georges, qui a été repêché par, je pense, c'était en 6e ronde par Nashville. Par Nashville, mais je ne me souviens plus en 6e ronde, pardon. François Poliquin qui écrit Olivier Hens. Non Olivier plus. Hens n'a pas été repêché, je pense. Dans le fond, okay. Gabriel Bilodeau, peut-être? Non, c'est un peu plus jeune. C'est un peu plus jeune. Donc, il a été repêché par Dallas, un autre par Nashville, puis un par Ottawa. Beauvillier, Francis Beauvillier. Non, Francis Beauvillier n'a pas été. Je pense pas qu'il ait été repêché. Il était repêché en 7e ronde par Floride, mais c'était peut-être l'année d'avant. Je pense qu'il est en 93. Samuel qui dit. Non, donc il y en a un autre qui joue pour Sorel présentement. Les deux, il y en a deux qui n'ont pas été nommés, dans le fond, quand Dylan Labbé parlait de son périple au New Jersey pour le draft, là, qui faisait partie là, de la gang avec qui il était, là, avec le même agent. Il y en a un aussi, il y a un de ces deux-là avec qui il a joué également avec U18, là, qui était dans l'équipe avec Josh Morrissey puis McDavid puis Shea Theodore. Il faudrait qu'on fasse rewind. Ouais. Je me souviens qu'il a parlé de Gormley, mais non. Non, il n'a pas joué dans la Ligue nord-américaine, mais je vais vous dire le plus tough, là, parce que là, il est tough parce qu'il a joué dans la Ligue nord-américaine seulement une saison. Mais c'était Vincent Dunn qui a joué une saison à Thetford. Je pense que c'était la saison du COVID en plus. La saison, c'était même pas fini. Donc, Vincent Dunn qui a été repêché par Ottawa. Sinon, il y en a un qui a joué à Jonquière quelques saisons. Un joueur polarisant qui aussi un sideline. Diaby. Donc, Jonathan Diaby, qui avait été repêché, je pense, en 3e ronde par Nashville. Le dernier, il joue dans la Ligue nord-américaine présentement. C'est une recrue cette saison dans la Ligue. Puis c'était un joueur avec un bon pedigree là, qui est arrivé dans la Ligue cette saison. Mathieu Ayotte? Non. En ça serait le plus facile, ça. C'est celui qui a été repêché. Au fond, le prospect qui avait le plus de... il était dans l'équipe des moins de 18 ans, l'équipe Canada. C'était dans le starting line-up même. Je pense pas à la bonne position, je pense. Desrosiers? Oui, Philippe Desrosiers. Philippe Desrosiers, 2e ronde. Moi, je pensais qu'il était plus vieux, Philippe Desrosiers. Non, seulement, je pense, 28 ans. 28 ou 29, Desrosiers. Donc, il n'est pas très vieux. C'est Samuel qui l'a écrit. Philippe Desrosiers. Alors, c'est ça. Pour le quiz, c'était pas très facile ce soir, mais... pas super. Je pense que c'est peut-être nous autres qui est rouillé. D'habitude, il y a des Félix Dallaire qui sont là. Ouais. Je ne sais pas s'il est là ce soir, mais Félix, je salue, je l'ai vu vendredi passé à Thetford, justement. On a jasé un petit peu. J'étais content de le voir, donc... Samuel, il en trouve une coupe, d'habitude aussi. Ouais, mais Samuel, pas mal calé. Hein. On n'a pas les scores, là, genre les leaderboards et tout. C'est pas pire faire ça, par exemple. Ouais.
Il serait dans les top. Good. Sur ce, ça met un terme à notre troisième émission de la saison. Donc, merci Dave, merci à Dylan Labbé qui s'est prêté au jeu, qui a été un excellent invité. Merci aux gens là, qui ont été là en grand nombre. Je pense que c'est l'émission qui avait plus de monde là, en ligne en même temps. On avoisinait les 100 personnes en live. Donc, merci à tout le monde. Puis, je pense qu'il y a des... ça a parti fort le week-end dernier. Là, je pense que ça met la table là, pour la prochaine... le prochain week-end, là, surtout avec le back-to-back Marquis et Pétrolier. Là, je pense qu'on va probablement en entendre parler au prochain podcast la semaine prochaine. On va en discuter. Je suis à peu près sûr qu'on va avoir des affaires qui vont se passer dans ces deux games-là. Oui, on verra bien, mais ouais, je pense que ça va être un gros week-end. La saison est comme officiellement, on est dedans. Là. La saison est officiellement commencée. Puis, j'ai hâte de voir ce qui va se passer. J'ai vu des articles, Dave, là, je veux quand même te rendre hommage. J'ai vu des articles comme quoi que les éperviers sont une surprise en ce début de saison. Il y a quand même juste 3 matchs de jouer, là, mais j'ai vu des articles passer dans les deux rives. Ouais, là, le Tracy Magazine aussi, je pense, qui vante l'équipe des éperviers en ce début de saison. Ouais, ben à Thetford vendredi, après le match, je passe à côté de Gabriel Bilodeau, puis il me dit hey, dis comme ça, j'ai entendu dire que tu disais qu'on serait dernier cette année. Ouais, je dis mais c'est parce qu'à chaque fois que je prédis de quoi, c'est le contraire qui se passe. Ça que, c'est la psychologie inversée. Tu l'avais fait à contre-cœur quand on le savait. Ben moi, je suis content. Je veux dire, si tu mets les attentes plus basses, tu peux juste être agréablement surpris. Yes. Donc, merci tout le monde. Merci Dave. Et on se revoit la semaine prochaine pour une autre émission de la Source LNH. Et faites attention à vous au retour à la maison. Au revoir.